Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette première édition de l'année 2021 d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'informatique et les télécoms. Et évidemment, il est comme une tradition en ce début d'année, je tenais à vous souhaiter au nom de la rédaction d'Informatique News une très belle année 2021 et qui, comme on va le voir, va commencer sur les chapeaux de roue en matière d'informatique. Et tout d'abord, j'accueille Guy Hervier, qui aujourd'hui, exceptionnellement, n'est pas dans nos studios, pour décrypter avec nous l'actualité de la semaine. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, comme je le disais, une année 2021 pleine de promesses sur le secteur IT, puisqu'on commence par un acteur essentiel, Microsoft, qui a déjà donné une première feuille de route, une feuille de route assez complète, puisqu'il y a déjà pas moins une nouvelle version de Windows 10 X, l'interface de Windows qui risque d'être remaniée et une version unifiée de Outlook, mais je propose peut-être qu'on passe tout en revue par ordre, peut-être sera peut-être plus simple pour nos spectateurs. Alors effectivement, donc et ce sont des sujets dont on a déjà parlé les uns après les autres, mais finalement c'était des préannonces ou en gros des choses qui allaient arriver. Et donc ça c'est le programme de route pour 2021 de Microsoft. Donc comme vous l'avez dit, Windows 10 X qui est une version pour des PC allégés, ultra connectés, qui vont finalement concurrencer les Chromebooks, qui devraient arriver. Donc il y avait eu déjà le lancement en production, donc c'est-à-dire l'envoi du logiciel aux fabricants de PC pour qu'ils les installent sur la machine, c'est en décembre, et donc les premières machines Windows 10 X devraient arriver assez rapidement, peut-être d'ailleurs à l'occasion du CS, on aura peut-être des premières machines, et donc ça nous donne déjà à l'horizon ce que seront en tout cas une partie des PC de demain. Donc c'est l'offre cloud PC dont a déjà parlé Microsoft. Donc ça veut dire d'un côté des PC ultra connectés avec évidemment les applications qu'on avait traditionnellement installées sur la machine, qui seront en mode cloud. Donc ça c'était une première chose. Évidemment les PC vont toujours continuer à exister sur leur forme traditionnelle encore pour un petit moment, et donc Windows 10 a déjà 5 ans, et cette année ça devrait être une nouvelle version, et comme vous l'avez dit, c'est plutôt l'interface qui va être améliorée, un peu unifiée, standardisée, et puis le troisième point, c'est là aussi c'est une unification de standardisation de Outlook. On sait que Outlook finalement il y a plusieurs versions en fonction de Mac, PC, selon que c'est attaché à Office 365 ou dans le navigateur, donc Microsoft a décidé d'unifier un peu tout ça, et ça devrait être proposé dans le courant de l'année. Donc un programme assez chargé dont on s'apercevra, je dirais, de manière un peu plus forte que si c'était dans le data center, parce que le poste de travail c'est, je dirais, l'environnement avec lequel on travaille tous les jours. Donc on est en prise directe avec ça, et ça veut dire que les utilisateurs auront des changements pour cette année en perspective. Alors Guy, ça c'était plutôt côté évidemment logiciel, côté hardware. Les acteurs traditionnels, on en parlera tout à l'heure, sont pas non plus en reste, et notamment du côté de chez AMD avec une initiative qui est peut-être un peu techno, puisqu'on va parler de FGPA et de CP et de GPU, mais une initiative d'AMD sur le sujet qui quand même risque de peut-être rebattre un peu les cartes en matière d'accélération de cartes graphiques. Oui, alors en fait l'information c'est que AMD a déposé un brevet à l'office des brevets américains, précisément pour associer des CPU. Donc on sait que AMD fabrique des CPU compatibles Intel x86, et avec des FGPA, donc comme vous l'avez dit, des puces programmables, et donc on se souvient, il n'y a pas très longtemps, que AMD avait racheté Xilinx, qui est précisément un acteur qui est spécialisé dans les puces FPGA. Donc, je veux pas dire que ceci explique ce que là, mais enfin, en tout cas, il y a une certaine logique. Et donc, ça veut dire que on va avoir l'association de ces deux puces qui va être utilisée principalement dans des applications de réseau, de sécurité ou même d'intelligence artificielle. Et je dirais que c'est une tendance qu'on a déjà vue déjà depuis un certain temps, par exemple avec Nvidia, qui associe
aussi des puces GPU, donc des puces traitement graphique sur les supercalculateurs Power par exemple, puisque les deux plus gros IBM sont associés à ce genre de puces. Donc c'est une tendance. On avait on parlait beaucoup de SOC ces derniers temps, donc ça veut dire qu'on intégrait tout sur une même puce, et donc là il y a peut-être une nouvelle tendance. Vous voyez, l'informatique en fait depuis longtemps déjà, c'est toujours et même au niveau du système, c'est centralisation, décentralisation, et donc on va assister peut-être même au niveau des composants un mouvement un peu comparable, et on aura l'occasion d'en reparler en fin de cette intervention avec une annonce qui a été faite par le LETI à Grenoble. Donc c'est un mouvement évidemment dont on verra pas la concrétisation, je dirais, pour demain, mais qui change quand même des éléments d'architecture importants au niveau de tout ce qui est système informatique. Alors Guy, on reste finalement toujours dans le hardware et on parle de stockage et de bandes magnétiques finalement qui sont toujours là et bien là, hein, parce qu'une innovation et des nouveautés du côté de chez IBM. Alors c'est effectivement IBM et Fujifilm qui ont sorti, là c'est un prototype, hein, donc c'est pas encore. Mais quand on a un prototype, ça veut dire que je dirais quelques mois plus tard, on a le vrai produit. Et donc ils ont sorti une cartouche magnétique, donc c'est de l'enregistrement vertical, qui fait 580 téraoctets. Alors je sais pas si ça vous parle. En gros, ça représente à peu près 800 000 CD. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez important. Comment ils sont arrivés à ça? Eh bien, ils ont d'une part utilisé un nouveau substrat. Donc là, on est un peu, je dirais, dans la chimie. Et puis, ils ont fait aussi appel aux têtes de lecture qui sont utilisées pour les disques magnétiques qu'ils ont transposés pour l'utilisation sur la lecture de bandes. Donc, ce sont deux innovations technologiques. Et c'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, comme vous le disiez, les bandes, on les a enterrées peut-être un peu trop vite, et elles sont toujours très très présentes. Et en fait, il y a un institut qui s'occupe de suivre tout ce qui est évolution de technologie de stockage, qui s'appelle l'INSIC, et qui montre assez clairement que alors que le stockage sur disque avait connu une évolution très rapide jusqu'en 2009, il y a de l'ordre de 40% par an en termes de densité d'enregistrement. Ça s'est ralenti beaucoup depuis, on est de l'ordre de 8%. Alors que les bandes continuent en termes de densité à croître au rythme de plus 30% par an et même au-delà. Et donc ça veut dire que l'écart qui existe entre les bandes et les disques, hein, il faut rappeler quand même que la densité des disques est encore bien plus élevée, hein, que celle des bandes. Si on regarde dans le haut de gamme, on est à un rapport de 1 à 50. Donc bon, évidemment c'est pas la même chose, on peut pas comparer des disques avec des bandes magnétiques, mais enfin en tout cas le rapport de densité est là, et avec cette technologie utilisée par IBM et Fujifilm, on a un nouveau record qui est multiplié par 3. Donc on ramène le rapport de densité entre les cartouches IBM et puis les disques magnétiques dans un rapport de 1 à 1,3. Donc ça veut dire que les bandes magnétiques ont encore devant elles un avenir pour les années qui viennent. Hein. C'est pas pour les bandes ne vont pas être. C'est pas fini pour les bandes magnétiques. Alors autre sujet, alors qui est peut-être un peu plus à la limite de la problématique de nos spectateurs, mais le compteur Linky, qui a évidemment fameux compteur qui est connecté, qui a fait beaucoup de débats. J'allais dire, le compte est presque bon, hein, si on en croit un rapport qui vient de sortir cette semaine. Oui, alors pour une fois que je dirais un projet suit son cours, Enedis avait annoncé 35 millions de compteurs Linky installés en 2021. On en est à 30 millions et on devrait arriver aux 35 millions en fin de 2021. Il tenait évidemment à faire remarquer que l'état d'avancement d'installation a été maintenu malgré la crise, qui est
effectivement une performance. Alors, comme vous le disiez, on est évidemment à la lisière, même en dehors des sujets qui peuvent intéresser nos lecteurs, mais c'est quand même intéressant parce qu'on est dans le domaine de la domotique. Donc, Linky, c'est finalement l'introduction de la numérisation dans les compteurs électriques. Ça va apporter deux intérêts majeurs. Le premier, c'est qu'il y aura plus besoin de faire des relevés sur place, puisque il y aura le compteur envoie des informations à l'opérateur et donc comme ça, il y a plus besoin que quelqu'un se déplace chez vous. Vous pourrez suivre votre consommation de manière beaucoup plus précise et non pas à la louche, je dirais même plus à la hache comme ça se faisait habituellement. C'est-à-dire que en gros vous aviez une personne qui venait chez vous une fois par an et puis il faisait le rapport et il faisait une prévision et donc vous aviez un échéancier de paiement et parfois avec des écarts en plus ou en moins qui peuvent être assez importants. Ça peut tout simplement s'expliquer par un hiver plus ou moins rude, par exemple. Donc c'est quand même, je dirais, des avantages importants et puis des applications qui vont permettre aux utilisateurs de suivre de manière beaucoup plus précise leur consommation. Alors comme vous le disiez, Linky avait aussi défrayé la chronique puisque il y avait eu et c'est un peu maintenant un rituel au lancement de nouvelles technologies. On l'a vu avec la 5G. Donc il y avait des associations de consommateurs qui s'étaient élevées contre Linky. Il y avait eu des incendies, il y avait eu tout un tas je dirais, dysfonctionnements du compteur, et donc tout ça est un petit peu derrière nous. Ça veut pas dire pour autant que maintenant tout fonctionne bien, parce qu'il y a toujours des petits ratés, mais enfin, en tout cas, les choses rentrent dans l'ordre, et donc le projet Linky devrait être bouclé d'ici la fin 2021. Très bien. Et Guy, on conclut cette partie de notre émission par les fusions-acquisitions, qui est quand même un des grands sujets du secteur, avec en résumé la remontée en puissance du hardware, parce qu'on a eu quand même beaucoup de fusions et de rachats dans cette problématique-là, et le logiciel. Alors, quand vous disiez le hardware, c'est même, on est au cœur du hardware parce qu'on est dans le domaine des semi-conducteurs, et là, c'est effectivement une année qui a été, je dirais, importante dans la mesure où il y a deux grands gagnants, si on peut dire, c'est Nvidia et AMD. Alors, on parle en termes de rachat d'entreprise, acquisition. Nvidia, c'est vraiment un changement de dimension et d'orientation stratégique dans un domaine qui est quand même où il faut voir assez loin, il faut être assez visionnaire. Donc Nvidia a racheté ARM, donc ça c'était je dirais le gros morceau, 40 milliards de dollars, mais aussi ARM avait racheté Mellanox. Donc Mellanox, on est dans l'interconnexion dans le domaine des supercalculateurs, donc interconnexion rapide. Avait racheté Cumulus Networks, donc là encore c'est du Linux pour les commutateurs réseau. Donc on voit bien que Nvidia devient un acteur, je dirais, très différent de ce qu'il était il y a seulement 5 ans, qui va s'imposer dans le domaine du data center. Et puis AMD, on l'a dit, AMD a racheté Xilinx pour 35 milliards de dollars. Et donc là, pareil, c'est l'association, et on en a déjà parlé, entre les CPU et puis les puces programmables. Alors il y a eu d'autres rachats dans le domaine du logiciel notamment, et je crois que le plus notable c'est le rachat de Slack par Salesforce. Donc Salesforce maintenant est un poids lourd du logiciel, et donc peut se permettre de racheter des composants importants qui manquent encore à son portefeuille. Et donc le rachat de Slack pour près de 28 milliards de dollars, c'était quand même quelque chose d'important, donc qui change un peu la donne. Et puis si on vient, alors on va pas faire tout le panorama parce que on en a pas un petit moment, mais il y a quand même un rachat qu'il faut mentionner, c'est l'acquisition d'Altran par Capgemini. Donc ça nous touche de plus près. Donc c'est dans le domaine des services, Capgemini qui rachète un spécialiste du service dans le domaine de l'industrie. Donc ça fait sens, et ça renforce encore la présence de Capgemini. Donc une année assez riche, mais je dirais très orientée dans ce domaine des semi-conducteurs, qui permet de préparer l'avenir à 5 et 10 ans. Alors Guy, justement, parce que vous parliez
acquisition dans le domaine des services, c'était quand même la nouvelle de la semaine, voire même d'hier. Hein. C'est l'offre d'Atos sur DXC, offre non sollicitée, hein, comme dans le jargon, qui est pareil, pour le coup là, une offre vraiment de nature à changer la dimension d'Atos, comme a pu l'être Capgemini, ou peut-être même à un autre niveau encore. Hein. Tout à fait. Donc Atos, c'est le numéro 2 français des services derrière Capgemini, et donc a fait une offre d'achat de DXC Technologies. Alors faut juste rappeler rapidement d'où vient DXC Technologies. En fait, c'est l'association de l'activité service d'HP au moment où HP s'était scindé en deux. Donc c'était les services de HPE qui s'étaient mariés avec CSC, donc la société de services américaine CSC, pour former des DXC Technologies. Et ça, c'est en 2016. Donc, ça veut dire que finalement, ce mariage, s'il y a un nouveau rachat par Atos 4 ans plus tard, c'est que a priori, le mariage n'a peut-être pas été une parfaite réussite. Donc, et en plus, évidemment, il y a eu l'année très difficile du Covid qui a frappé les opérateurs de services, enfin les fournisseurs de services informatiques, sachant que il faut quand même mentionner que Atos par rapport à DMC est plus petit. Donc c'est le petit qui mange le grand. Hein. C'est de l'ordre entre un rapport de 1 à 1,5 à peu près. Donc ça va faire un ensemble qui pesera peut-être de l'ordre de 240 000 salariés, et puis une trentaine de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça va vraiment être un poids lourd de l'industrie informatique. Très bien dit. Ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, l'Europe qui se bouge, si je puis dire, hein, qui est à l'offensive sur le domaine des réseaux de satellites, avec une offre concurrente par rapport à la constellation qu'Elon Musk essaye de mettre en place, ou pas essaye, est en train de mettre en place en ce moment. Hein. Exactement. Alors on sent bien que l'Europe est en train de bouger. On l'a remarqué à plusieurs reprises sur différents fronts, sur le front fiscal, sur le front concurrentiel, sur le front technologique avec Gaia. Et là, je dirais qu'on est moins en retard sur ce sujet-là que sur les autres. Donc on parle d'internet satellitaire. Donc c'est la possibilité de se connecter à Internet. Finalement, ça permet de couvrir l'ensemble du globe et de s'affranchir des zones blanches, et puis de compléter des offres là où les offres terrestres seraient un peu en manque. Et donc, comme vous le disiez, SpaceX, la société d'Elon Musk, a un projet Starlink de couverture d'internet satellitaire. Et donc l'Europe a lancé, alors on en est au début, hein, mais en tout cas ça veut dire que l'Europe se préoccupe de ça. A lancé une étude à des grands intervenants, donc du style Thales, Telsat, Orange, pour faire une étude de faisabilité sur le développement d'une telle offre, sachant que il y a déjà eu des succès, enfin on peut les mentionner comme succès. Donc il y a eu Galileo, c'est le GPS européen qui a mis un petit peu plus de temps que prévu, qui a sans doute coûté un peu plus cher, mais en tout cas ça existe. Il y a eu Copernicus, donc ça c'est l'observation terrestre, et donc l'Europe continue également dans le domaine de l'internet satellitaire. Donc je dirais c'est quelque chose qui est intéressant à mentionner. Pour une fois que l'Europe se bouge dans le domaine de la technologie, il fallait le mentionner. Très bien. Et Guy, pour conclure notre traditionnelle rubrique coup de cœur, coup de gueule, alors, on inaugure cette nouvelle année par un coup de cœur, en l'occurrence même un cocorico, puisque Intel, dont on a pu constater qu'il était un peu en difficulté en ce moment technique, technologique en tout cas, fait appel aux compétences du CEA Leti installé à Grenoble pour le développement de ces nouvelles puces, en tout cas de fonctionnalités sur ces nouvelles puces. C'est exactement ça. Donc c'est comme vous le disiez, c'est un cocorico. Et on l'a mentionné tout à l'heure là en parlant de AMD sur l'idée qu'il y avait un basculement des SoC d'un côté vers, je dirais, des ensembles de composants interconnectés, et donc un mouvement, un basculement entre centralisation décentralisation. Et avec les SoC, on était peut-être arrivé dans certains domaines aux limites de ce qui
était faisable. Et donc l'idée c'est plutôt d'avoir des puces du style GPU, du style CPU, GPU, FPGA, des contrôleurs, etc., qui soient indépendantes mais interconnectées de manière extrêmement fine pour bien sûr toujours maintenir l'évolution des performances. Et donc Intel a fait appel au savoir-faire du CE Leti, comme vous disiez, installé à Grenoble. Donc c'est quelque chose qui était aussi intéressant à souligner, et ça veut dire que finalement les laboratoires français sont toujours capables de développer des technologies de pointe. Donc encore une fois un petit cocorico. Très bien, je propose qu'on conclue sur cette note positive, Guy. Merci en tout cas, et puis merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. Je vous souhaite évidemment une très belle semaine et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci, à bientôt.